cette histoire nous touche et je pense que vous, le fait de la reconstituer, cette histoire, est quelque chose qui était essentiel pour montrer ce qui se passe aujourd'hui chez vous en Bosnie. Parce que ça paraît incroyable. Oui, mais bon, si vous avez regardé les nouvelles ces derniers quelques jours, vous voyez qu'en fait, ce que je raconte là, c'est une histoire qui monte partout en Bosnie. On a un pays où les gens sont laissés à côté par les élites politiques. Et ces derniers quelques jours, on a eu une espèce de tsunami des gens qui ne sont pas contents. Et voilà, malheureusement, l'histoire du Nazif et de sa femme, c'est une des milliers des histoires qui nous arrivent tous les jours en Bosnie. Mais là, la santé, c'est quand même l'essentiel aussi pour l'humain, parce que là, c'est quand même une histoire qui est quand même une femme qui perd un enfant dans son ventre, qui est obligée de passer par une opération, et on lui refuse parce qu'elle ne peut pas payer. Parce qu'elle n'est pas assurée, ça c'est quand même le comble. Et dans le film, il y a une phrase qui est très forte, qui dit, le mari dit, c'est plus fort que la guerre. Oui, mais bon, si vous voulez, c'est une histoire qui est une histoire, comme je vous dis, qui malheureusement se passe tous les jours en Bosnie. Et d'ailleurs, si on parle de situation de population des Romas, là, il y a une semaine, j'ai vu exactement le même cas qui s'est passé en Suède, où il y avait une femme qui est une Rome aussi, une Roma qui était malade, qui allait à l'hôpital, elle était refusée. Je veux dire, c'est pas un problème qui est typiquement, je dirais, bosniaque. C'est juste que je pense que la quantité de problèmes ici est énorme. Il y a énormément de gens qui sont dans la même situation comme malheureusement. Et même ça s'étend à toute l'Europe si on va plus loin. Ben oui, si vous voulez, là on a eu les protestes depuis quelques jours en Bosnie. J'ai l'impression que toute la région est en train de s'enflammer. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va vivre, pourquoi pas en France, dans tous ces pays où il y a un système qui simplement ne marche plus. Où il y a beaucoup de gens qui sont laissés derrière. Et voilà, quand il y a une masse qui se met à démonter leurs droits, voilà, c'est à quoi on arrive aujourd'hui. Il y avait quelques bâtiments brûlés, quelques bâtiments du gouvernement brûlés ces derniers jours. Et la situation un petit peu... Enfin, on sent la tension, disons ça comme ça. Oui. Alors, vos films précédents étaient des films vraiment mis en scène complètement. Là, on est dans la réalité encore plus, là. Parce que, justement, vous posez une caméra qui suit toute une famille, qui reconstitue ce qu'ils ont vécu. Donc, quelle a pour vous été la plus grosse difficulté, parce qu'en plus il y a des enfants, donc et en même temps c'était un vrai besoin de montrer que c'était réaliste. Si vous voulez, je pense que la plus grande difficulté était que j'ai jamais vu un film pareil, si vous voulez. J'ai jamais vu, j'avais pas de références quelque part. J'allais dans le territoire inconnu. J'ai vu, si vous voulez, des films qui étaient la reconstruction des événements, mais j'ai jamais vu en fait les gens qui se jouaient eux-mêmes. Et c'était presque une espèce d'expériment. Je ne savais pas si ça va marcher ou pas. On a essayé, et voilà, ça a marché. Mais la plus grande difficulté était en fait de raconter une histoire avec les gens qui ont vécu, en essayant quand même de faire une espèce de dramaturgie, même si on n'a pas énormément, mais comment faire tout ça, que ça soit quand même, que ça parle, si vous voulez, du côté de ce qui s'est passé, et de l'autre côté, que ça soit intéressant à regarder, parce que c'est pas forcément le cas. Et quand vous dites travailler avec les gens, c'est jamais évident, mais bon, comme j'avais l'expérience, si vous voulez, de l'époque où j'ai filmé la guerre, où je faisais le documentaire, il y avait tout ça qui m'a quelque part aidé. J'ai, depuis très longtemps, travaillé avec les vrais gens, et dans beaucoup de mes films, en fait, j'utilise les gens vrais. Oui.
Et là, ça a été difficile de les convaincre ou pas? Si vous voulez, c'était ni un ni l'autre. Quand je suis arrivé, ils n'étaient pas très ouverts à l'idée. Ils avaient peur, tout simplement, parce qu'il y avait l'attention et des médias, et ils se disaient est-ce que les gens de l'hôpital vont nous haïr la prochaine fois on y va là-bas. Et puis on a discuté et voilà quoi. Je les ai dit on va essayer de faire un film. Je ne sais pas si ça va marcher ou ça va pas marcher. J'imagine qu'il y a une espèce de, enfin ils étaient rassurés au bout de quelques temps parce qu'ils ont compris que j'avais vraiment aucun autre agenda que raconter leur histoire, et j'ai dit c'est vous qui l'avez raconté, moi je vais juste la filmer. Et je pense aussi le fait qu'on n'avait pas des grandes caméras, il n'y avait pas la grande équipe, on était 7, 8 personnes là-bas sur le place, ils sont presque pas rendu compte, on tournait avec un appareil photo, on n'avait pas toute cette grande machinerie derrière. Quelque part, j'ai même l'impression qu'ils étaient inconscients qu'on est en train de faire le film. Ce qui est bien, parce que c'est grâce à ça que j'ai eu, quelque part, la première fois dans mes films, j'ai eu cette vraie vie que je voulais montrer. Et vraiment, je voulais montrer comment ils vivent. C'était ça le but de ça. Oui. Déborah, Oui, alors moi je voudrais poser une question. Bonjour Dany. Alors les acteurs ce sont des amateurs bien sûr, ils vivent leur propre histoire, donc je suppose qu'ils ont vu le film une fois terminé. Alors quel regard ont-ils eu sur ce film? Écoutez, la première fois ils ont vu le film, c'était en fait à Berlin, à la première. Et moi j'étais un petit peu inquiet parce que je ne les ai pas montré le film avant. Si vous voulez, moi quand j'ai fini ce film, je suis parti en Inde. J'ai passé 4 mois en Inde à préparer mon prochain film, et je suis arrivé à Berlin comme eux, pour voir le film, si vous voulez, avec eux. Au moment de première, j'étais un petit peu inquiète, mais au bout de 10 minutes, Nazif s'est tourné, il avait des larmes aux yeux, il a souri, et là je savais qu'il était touché, qu'il aimait bien. Puis je pense qu'il était content, ça les a fait du bien de raconter leur histoire. Cette attention, en fait, les a fait du bien. Alors, durant le tournage, quel a été le meilleur souvenir pour vous? Le meilleur souvenir? Oui. Je sais pas, chaque tournage, c'est comme une bulle, un petit peu, on vit très proche avec les gens, on passe 15 heures avec les gens avec qui on travaille. Et là, j'ai passé 9 jours avec les gens avec qui je travaille souvent. Mais c'était peut-être toute cette atmosphère de ce village où les gens, vraiment, tout le monde essayait d'aider à qu'on fasse ce film. Il n'y a pas une chose particulière que je peux. Il faisait très très froid, il faisait -13, -15. Pendant qu'on tournait le film, c'est ce qui se voit d'ailleurs dans le film. Parce que. Mais. Je ne sais pas. J'ai pas un truc particulier. Est-ce que c'est cet élan de solidarité? Parce qu'on se rend compte, même dans le film, que même avec les voisins, avec les amis, il y a un vrai élan de solidarité. C'est ce qui s'est passé aussi autour du film? Oui, si vous voulez, le film est fait par la solidarité des gens. J'ai appelé tous mes amis avec qui je travaille depuis des années, mon directeur de la photographie, ma productrice, et on s'est tout dit, voilà, on va faire ce film. On avait 17 000 € à le faire, c'est ce qu'on est arrivé à collecter, et on se dit, on va pas être payé, on va payer à eux un petit peu, à tout le village qu'on peut, et puis le reste est parti pour l'équipement, pour toutes les choses. Et si vous voulez, ce film était fait par la solidarité de l'équipe et bien sûr de tout le village. Êtes-vous toujours en relation avec cette famille? Écoutez, cette famille en ce moment est en Allemagne. Ils sont partis au mois de novembre chercher asile politique. On avait discuté avec Nazif, on savait qu'il voulait le faire, on lui a dit qu'il ne pourra pas l'avoir
parce qu'il n'est pas en détresse, l'asile politique est réservé pour les gens qui sont persécutés politiquement, ce qui n'est pas son cas. Lui, il est pauvre, mais pour ça, on ne donne pas asile. Pour le moment, il est à Berlin. Voilà encore un absurde. L'année passée, il était sur le tapis rouge et aujourd'hui, il est dans un centre d'asile. L'asile était refusé. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Les gens du Berliner essayent, ils lui ont aidé avec les avocats, ils ont payé les avocats pour essayer quand même à les garder là-bas et peut-être lui trouver un petit boulot, parce que là où il vit, lui, il n'y a pas grand-chose. Il avait, depuis qu'il est rentré, il avait un boulot, mais c'était trop loin pour lui, il n'arrivait pas à le tenir. Après, il avait un autre et il a eu un problème du dos et puis il a quitté ça aussi. Et lui, il a pensé que la meilleure chose pour lui serait de partir du Bosnie et d'essayer de trouver sa bonne œuvre en Allemagne. Je ne sais pas encore si ça va marcher. Pour le moment, son asile était refusé. Voilà. Maintenant, on verra ce qui va se passer. Avec vos précédents films, vous avez obtenu plusieurs prix internationaux. Vous avez même eu un Oscar à Hollywood avec le premier, No Man's Land. Est-ce que là, avoir 2 prix à Berlin, dont le prix d'interprétation et le grand prix du jury, est quelque chose qui a une autre signification pour vous? Parce que bon, la France vous a reconnu avec le Festival de Cannes, les États-Unis aussi, mais là, est-ce que c'est plus large comme est-ce que c'est différent ces 2 prix que vous avez obtenus là-bas? Différent dans quel sens? C'est-à-dire par rapport à la portée, par rapport à la sans dire, parce que c'est vrai que vous êtes un vrai cinéaste, vous avez une touche, vous avez raconté des histoires qui touchent vraiment votre pays, vos racines, mais là, il va peut-être plus loin, parce que est-ce que quand on a un prix comme ça, on se sent différent? Parce que en même temps, vous êtes un porte-parole là supplémentaire pour raconter quelque chose qui, attention, ça peut se passer partout, parce que en même temps, on sait que vous êtes engagé politiquement, vous avez fondé un parti chez vous. Écoutez, les prix aident, bien sûr que les prix aident. Si vous gagnez des prix dans les quelques festivals internationaux, si vous recevez des prix des académies, bien sûr, ça met les lumières. Les journalistes, voilà, comme vous avez envie de parler du sujet, j'imagine aussi. Oui, ça apporte. Mais bon, je pense que pour tous les cinéastes, la chose plus importante est qu'une fois le film fini, vous le regardez et vous n'avez pas la honte de ce que vous avez fait, que vous êtes content. Je pense que c'est ça la chose plus importante. Et le fait que vous pouvez peut-être continuer à faire ce que vous aimez faire. Le reste, bon, si vous voulez, je faisais des parties des festivals. J'étais 6 mois dans les jurys et je sais que parfois on donne des prix. On n'a pas suffisamment de prix pour donner des prix au film parce qu'il y en a quelques-uns qui le méritent, mais il y en a un qui reçoit. Et puis de l'autre côté, parfois on a des mauvais films et on donne des prix quand même. Pour moi, depuis longtemps, les prix ne sont pas la mesure pour un film s'il est bon ou s'il n'est pas. Et en même temps, est-ce que c'est pas une arme politique de faire du cinéma? Parce que là, ça peut servir. Mais si vous voulez, moi, j'ai jamais pensé, du moins, en tout cas, j'ai jamais pensé d'être un politicien. Je ne suis pas politicien, je suis réalisateur et malheureusement, je vis dans un pays malheureux où il suffit de changer quelques petits trucs que ça marche. Mais ça fait 20 ans qu'on vit dans la division ethnique et voilà, ces derniers quelques jours ont démontré que les gens en ont marre et j'espère que ça va changer. Moi j'ai pas d'ambition politique pour moi-même. J'aimerais bien faire le film, j'aime faire les films, j'aime le cinéma, c'est là ma vie. L'idée de parti politique était l'idée d'une partie qui ne s'occupe pas d'ethnicité des gens, mais qui s'occupe de vie tout simplement. On essaie de bouger les choses voilà. Et de les rassembler des 2 côtés aussi. Oui, on a essayé, mais bon, c'est pas facile. Mais si vous avez le système qui est mal mis comme en Bosnie, vous pouvez mettre
morceaux dans cette machine, mais au bout de quelques temps, les morceaux se cassent parce que le système est mal mis. Si vous mettez le système bosniaque dans n'importe quel pays dans le monde, vous aurez un système où il y a la corruption, en fait, un système qui ne marche pas très très vite. C'est là qu'il faut changer. C'est là, en fait, que l'Europe, si vous voulez, la communauté européenne a rien fait, malheureusement, parce que avec un vrai envie de quelques pays puissants, la situation pourrait changer très très vite ici. En tout cas, c'est ce qu'on espère et c'est ce que vous espérez vous aussi. Et votre prochain film, vous pouvez nous en dire 2 mots ou pas? Ben écoutez, ouais, je l'ai fait en Inde, mais j'aime pas parler des films qui n'ont pas fini, c'est une superstition. Voilà, oui, ben vous avez raison, comme ça on vous rencontrera pour le prochain aussi. Voilà. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'actualité aujourd'hui en Bosnie? Votre regard, parce que c'est vrai que par les médias, on n'a peut-être pas forcément le même regard qu'avec quelqu'un qui est sur place. Ouais, c'est très simple, les gens ont faim, tout simplement. Comment survivre avec une pension à 100 euros, à 150 euros, moi je ne sais pas. Et les gens pendant très très longtemps, les gens sont restés calmes parce qu'ils avaient peur de nouvelles guerres et les élites politiques de notre pays les gardaient comme ça en échec en disant il faut pas parler trop parce que voilà, on n'a pas envie d'une nouvelle guerre. Mais là, je pense que les gens, tout simplement, n'ont plus rien à manger. Ils sont sortis dans les rues, ils sont désespérés. C'est un acte de désespérance. Et c'était un petit tsunami qui est arrivé. Maintenant, c'est calme. Depuis hier, c'est plus calme, mais ça ne veut rien dire. Pour moi, c'est quelque part comme un volcan. Sur la surface, maintenant, c'est calme, mais on ne sait jamais quand ça va exploser, encore une fois. Et s'il n'y a pas de choses qui changent très très vite, ça va exploser. D'ailleurs, vous avez un lien avec Nazif, c'est que vous n'êtes pas venu en France, vous avez retardé votre voyage en France à cause justement des événements pour protéger votre famille. Est-ce que ça, on peut le dire? Alors, on sent qu'il y a un lien, voilà, qui est fort et c'est normal. Moi, c'est pas pour la protéger, mais je ne suis pas sûr que je me sentirais bien à Paris avec tout ce qui se passe ici. J'ai ma famille ici, je ne peux pas vraiment partir comme ça. La nuit avant de partir, il y avait une explosion, il y avait une bombe qui a explosé pas loin de ma maison. Est-ce que c'était connecté avec les protestes ou pas? Je ne le savais pas à ce moment-là et j'ai tout simplement décidé que voilà, ce ne serait pas la chose à faire. À partir, c'est ma femme et les enfants ici. Et oui. C'est un petit peu comme quand on a vécu justement la séparation de l'ex-Yougoslavie, quand les premiers événements ont commencé, on s'est dit si près de la France que des choses comme ça arrivent, quoi. C'est là que vous parliez des interventions internationales tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une lacune dans ce sens-là. Mais si vous voulez, je parle là surtout de communauté européenne. L'Europe n'a pas fait grand-chose pour la Bosnie. Et vous avez vu ce qui est arrivé à la Bosnie. 20 ans après, moi j'espère qu'ils ont appris la leçon. Si vous voulez, la Bosnie, c'est un petit pays. Il y en a 3 millions d'habitants. 3,5 millions d'habitants. C'est vraiment un petit pays. Est-ce que ça ne serait pas plus facile d'envoyer à 1000 bureaucrates de Bruxelles qui sont là, qui reçoivent leur salaire depuis toutes ces années, les envoyer ici, qu'ils fassent tout ce qu'il faut faire en 6 mois, changer les lois, pour que la Bosnie fasse la partie de la communauté européenne? Moi, je pense que c'est la voie. Je pense que c'est la chose à faire. En tout cas, nous, on vous remercie. Oui. La Bosnie ne peut pas faire mal à l'Europe, et l'Europe peut vraiment aider à la Bosnie. Et j'espère qu'ils vont comprendre ça et qu'ils vont réagir vite, parce qu'il y a une nouvelle guerre ici. Je ne pense pas que c'est quelque chose que les gens ont très envie, ni ici, ni en Europe. Mais s'il n'y a pas des choses qui se passent très vite, je crains que tout est possible, si vous voulez. Et si la Bosnie s'enflamme, comme vous le savez, très vite vous allez avoir la flamme qui va pas rester juste ici. Comme vous savez, il y a beaucoup d'applications de Croatie et de Serbie ici. Alors,
si ça recommence comme ça, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant et intelligent aujourd'hui. On voyait tous ces bureaucrates, tous ces technocrates ici qu'ils fassent leur boulot, qu'ils forcent la main aux élites politiques et qu'on avance, que rien faire et laisser les choses partir. Je ne sais pas où est-ce qu'on va partir, on verra. En tout cas, nous, on vous remercie pour cet entretien. Vous avez éclairé un petit peu plus notre lanterne, comme on dit. Et puis, on espère et on fera partie des porte-paroles de votre message. On va le diffuser. Merci beaucoup, Dany. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Et bonne journée. Et voilà, donc nous aussi, on espère que tout se règle le plus vite possible. Merci beaucoup. Et au prochain film. Merci. Merci, Dany.